Le sud de la France est devenu invivable l'été. Les habitants ont déserté. Ce futur, c'est celui qu'étudient les chercheurs de Météo France. Et pour eux, c'est déjà une réalité. Jean-Michel Soubérou nous dévoile la France de 2050 et il sait exactement ce qui nous attend. Ah oui, d'accord. Là, c'est rouge. La carte, elle est très rouge. Hein. Ce qu'on voit, c'est que dans un grand quart sud-est, on voit que les écarts sont aux alentours de 3 degrés. 3 degrés de plus par rapport aux moyennes actuelles. Toutes les régions sont impactées. Quelques degrés de plus, cela signifie des pointes à 50 degrés, 20 jours consécutifs de canicule et des nuits tropicales chaque été. Toutes ces régions-là, donc ce sont des zones où la température pendant l'été va être assez désagréable et donc les populations vont fuir ces zones-là. Alors, du coup, mais où fuir ? Mais où fuir, voilà. C'est ça la question. L'endroit qui reste encore rose sur les cartes en 2050, c'est la Bretagne. Et si c'était là, la nouvelle Côte d'Azur? Mais ceux qui s'imaginent déjà s'installer sur la Breitz Riviera risquent d'être déçus. J'ai rendez-vous avec un Breton, et pas n'importe lequel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Agathe. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous en Bretagne. Alors il se dit que c'est là qu'il va falloir se réfugier en 2050. C'est un peu illusoire. Cela dépend. En 2050, évidemment, nous aurons 1 degré de plus en Bretagne. Ça aura déjà des effets sur les risques de submersion. Si on regarde la Bretagne, eh bien, on voit bien que la côte sud, il y a beaucoup de zones en rouge. Ensuite, l'estuaire de la Vilaine, certaines régions aussi du golfe du Morbihan où nous sommes. Donc oui, il y a certaines fragilités qui rendront la vie très difficile aux personnes qui s'installeraient dans ces régions, disons, sans y faire attention. Les eaux grimpent et la population avec. Une chose est sûre, on ne tiendra pas tous en Bretagne. Un scénario impensable, évidemment. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer les choses pour éviter ce genre de scénario. Et c'est aussi pour cela que de nombreux activistes ont rejoint Glasgow, Gwenaëlle de Kegeler. Ils vont évidemment mettre la pression sur les différents gouvernements qui sont présents. Oui, tout à fait, vous avez raison. Bonsoir Véronique. Il y a un nombre important d'activistes qui ont rejoint Glasgow pour cette COP. Alors ce soir, moi je me suis un peu éloignée de Glasgow. Je suis dans la campagne, à l'extérieur, dans le QG des activistes belges de Youth for Climate. Ils sont en ce moment en pleine réunion stratégique avec les membres de Youth for Climate qui sont restés en Belgique, qui sont en visioconférence. C'est une réunion dans laquelle ils déterminent notamment la position qu'ils vont tenir pendant cette COP. C'est un travail de longue haleine. Avec moi, Adélaïde Charlier, le visage francophone de Youth for Climate. Bonsoir Adélaïde. Bonsoir. Alors Adélaïde, on vous a vu un peu plus tôt dans ce journal nous dire que votre rôle serait de pousser la position de la Belgique. Concrètement, comment vous comptez vous y prendre ? Alors, c'est un mix de différents moyens d'action, évidemment des actions, comme on le fait en Belgique, à travers les rues, on fera des marches, on fera des actions à l'intérieur de la COP, différentes rencontres avec les ministres de l'Environnement, le Premier ministre et d'autres, et puis évidemment des conférences, et on utilise évidemment les moyens comme les médias et les réseaux sociaux pour continuer à mettre pression avec tous les outils qui se trouvent sur la table. C'est un travail qui est important, qui doit se réaliser ici à Glasgow ? C'est évidemment un travail qui se fait tout le long de l'année, pas seulement ici à Glasgow, mais aussi ici à la COP. Du coup, on veut utiliser ce momentum pour dire à la Belgique qu'on est physiquement présent, qu'on a nos yeux fixés sur chaque mot qui est dit par nos différents dirigeants, par nos différents représentants, et toutes décisions qui seront prises ou pas seront analysées par notre mouvement et par notre jeune génération. Alors, en ce début de COP, quel est votre sentiment sur les chances d'aboutir à un accord suffisamment ambitieux ? Alors évidemment, si on est ici beaucoup présent à la COP même physiquement et que je décide de rater 2 semaines de cours pour venir ici, c'est parce que je suis pas rassurée. Je suis pas sûre que sans une pression de citoyens, on va assurer mon avenir. Du coup, aujourd'hui, je ne suis pas encore sûre qu'on va y arriver. La Belgique arrive à cette COP. Demain, on va devoir parler sans plan national sur le climat. La Belgique arrive ici un peu d'une manière pas préparée. Et moi, souvent, quand je suis étudiante, que j'arrive à un examen, je dois être préparée. Donc, mais à ce moment-là, je suis là, on les regarde, on les fixe et je me demande réellement ce que notre Premier ministre dira en face de 195 pays du monde entier pour représenter la Belgique.
Merci Adélaïde. Alors vous l'avez compris, Véronique, les jeunes activistes seront présents pendant toute cette COP. On pourra les suivre bien évidemment. Et il y aura un moment très important, c'est ce 6 novembre, le point d'orgue, une manifestation en marge de la COP pour appeler à la justice climatique. C'est une manifestation qui aura lieu ici à Glasgow et puis évidemment partout dans le monde. Merci Gwenaëlle, merci à votre invité. Pression maximale en tout cas sur les autorités belges. Alors justement, qu'y a-t-il dans la valise de la Belgique à Glasgow? Quelles sont les mesures que l'on va pouvoir annoncer, Joanne Montet? Tout d'abord, une petite précision, c'est l'Europe qui fixe les objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, effectivement, et l'Union européenne, elle a mis la barre plus haut que d'habitude, en fait qu'avant. Elle veut diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 55%, l'Europe d'ici 2030. Alors cet effort-là, il est réparti entre les différents pays. Et nous, notre devoir pour la Belgique, c'est moins 47% d'émissions par rapport à l'année de référence qui est 2005. Auparavant, c'était seulement, si on peut dire, moins 35%. Voilà, ça c'est notre objectif. Ça implique quoi en termes de quantité de gaz supplémentaire à ne pas produire? Alors, il faut savoir qu'on mesure cet effort en tonnes équivalent CO2. Ça représente un effort de 44 millions de tonnes équivalent CO2 à l'échelle belge. Alors ça ne vous dit encore rien. C'est comme si on évitait 44 millions d'allers-retours Bruxelles-New York en avion. Le gouvernement fédéral s'est engagé pour 25 millions de tonnes en moins pour lui. Mais le problème, c'est comment répartir le reste de l'effort supplémentaire entre les 3 régions du pays. On appelle ça le burden sharing. Vous avez déjà entendu cette expression en anglais, le partage du fardeau en quelque sorte. Et là, aujourd'hui encore, le gouvernement flamand n'est pas parvenu à un accord pour livrer sa version. Oui, Adélaïde Charlier en parlait d'ailleurs et ça nous rappelle quelque chose évidemment. Et vous avez raison, puisqu'on a encore ce souvenir de 2015. La Belgique était arrivée sans accord de répartition de l'effort à la COP21 à Paris et on avait reçu un prix pour ça, un prix satirique, une sorte de bonnet d'âne qui s'appelle le prix fossile. À voir si cette fois-ci, le contenu de la valise climatique belge suffira à occulter le fait de ne pas avoir pu se mettre d'accord avec les régions avant de partir, en tout cas avant d'arriver. Oui, le Premier ministre, en tout cas, lui, est confiant, je peux vous le dire. Il part demain pour Glasgow, sans attendre la réponse de la Flandre. Mais il est sûr qu'elle suivra le mouvement et il rappelle que c'est plus que jamais le moment d'agir. On l'écoute. J'ai aucun doute que finalement le gouvernement flamand viendra aussi avec des solutions qui sont des solutions tout à fait dans ce qu'on attend. Juste un exemple, l'exemple de l'investissement de ArcelorMittal 1,1 milliard à Gand. Le gouvernement flamand, il y a quelques mois, a décidé de participer à cet investissement. Donc, je suis tout à fait convaincu que le gouvernement flamand est en fait dans la même ligne que les autres gouvernements dans ce pays. Il y a encore des réunions qui ont lieu maintenant, mais j'ai toute confiance qu'on viendra avec quelque chose de tout à fait valable. Alors parlons maintenant solutions, Joanne. Comment réduire ces émissions de dioxyde de carbone, de méthane, de gaz fluoré, responsables du réchauffement climatique? On va prendre quelques exemples avec vous tout de suite. D'abord une question plus générale, est-ce qu'on va devoir faire des sacrifices, changer vraiment radicalement et renoncer à des éléments de confort? Bon, alors est-ce qu'on va devoir s'éclairer à la bougie? Oui, par exemple. Je vous dis tout de suite non, mais quand on appuiera sur un interrupteur, on devra avoir de l'électricité verte qui arrive, c'est-à-dire de l'électricité qui n'a pas été produite en générant du dioxyde de carbone. Et ça, c'est pas si simple. Prendre un exemple, on va construire des centrales au gaz en Belgique, on en a parlé dans le JT. Avec 2 nouveaux projets, effectivement. Dans l'optique de fermer les centrales nucléaires, mais ces centrales au gaz vont fonctionner quand il n'y aura pas assez de vent ou de soleil pour les énergies renouvelables. Mais ces centrales au gaz, elles émettront par contre du dioxyde de carbone, ce que ne faisait pas le nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce CO2 qui sortira, si c'est bien le projet qu'on fait? Pour certains experts, ce qu'il faudrait, c'est prévoir à la base, et dès maintenant et en amont, une solution pour capturer ce CO2, pour le récupérer, pour le stocker, et puis le réutiliser. Donc ne pas uniquement construire la centrale, mais penser de façon plus large, à plus long terme. Oui. Il y a d'autres exemples que l'électricité ? Ben oui, un autre exemple qu'on peut prendre, c'est qu'on va isoler les bâtiments publics. Alors très très bien, puisque c'est une grande source de déperdition d'énergie, mais comment est-ce qu'on va continuer à les chauffer? Est-ce qu'on va continuer à les chauffer avec des chaudières au gaz? Ou bien est-ce qu'on va en profiter pour installer dès maintenant des pompes à chaleur qui chauffent grâce à de l'électricité verte et qui ne produisent pas de CO2? Donc le principal obstacle, ce serait vraiment de compartimenter les solutions, alors qu'au contraire, il faut absolument les imaginer ensemble et adapter leur mise en œuvre
commune. Qu'elle soit complémentaire. La Belgique va miser aussi sur l'hydrogène pour décarboner. Elle veut devenir en fait une plaque tournante carrément de l'hydrogène renouvelable. C'est un gaz prometteur ? Oui, tout à fait, parce que l'hydrogène vert, eh bien, c'est zéro carbone. Mais déployer cette source d'énergie en Belgique, il faut le savoir, ça va nécessiter des investissements énormes, colossaux, des pipelines pour distribuer cet hydrogène. Le coût estimé, 1 million le kilomètre de pipelines. Alors vous voyez, il n'y a pas une solution. On pourrait aborder vraiment beaucoup de solutions, mais toutes ces solutions ont un coût, il faut le peser, et puis il faut penser tout cela de façon globale et vraiment à long terme. Et des solutions, merci beaucoup Joanne pour ces précisions. Des solutions, eh bien le port d'Anvers est aussi en train d'essayer d'en trouver. C'est le deuxième plus gros port maritime en Europe. Il est responsable de 10 à 15% des émissions de CO2 de notre pays, mais il veut devenir pionnier en matière de lutte contre les gaz à effet de serre. Il y travaille avec les entreprises du site et quelques solutions encourageantes ont déjà été mises en place. Reportage à Anvers de Vincent Ufti, Olivier Vanham, Romain Duren et Pascal Bollekens. C'est un échafaudage avec un enchevêtrement de tuyaux qui vient d'être installé dans une des usines chimiques du port d'Anvers. Une structure qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde et qui est plutôt ingénieuse puisqu'elle permet de réduire la consommation de gaz de cette usine et donc ses émissions de CO2. On a inventé une nouvelle pompe à chaleur industrielle qui fonctionne avec de la chimie. Donc un tout nouveau procédé inventé ici en Belgique. On est un spin-off de l'université de Gand et ça nous permet de capter de l'énergie résiduelle qui sort des processus industriels qui consomment beaucoup de chaleur et de récupérer jusqu'à 50% de cette énergie qui est maintenant perdue. Autrement dit, avec cette invention, on capte la chaleur résiduelle qui jusqu'ici s'échappe par ces cheminées et grâce à une réaction chimique, on va en augmenter la température avant de la réinjecter dans l'usine. Et donc vous avez la température, chaleur résiduelle peut-être à 80, 100 degrés, 120 degrés qui n'est plus utile pour l'usine. Et nous on en fait de 150, 180, 200 degrés. Et c'est une vraie révolution énergétique. Si toutes les industries de la zone portuaire en étaient équipées, le port d'Anvers émettrait chaque année 400 000 tonnes de CO2 en moins, soit l'équivalent de 250 000 voitures. Le port d'Anvers, c'est la superficie de plus de 25 000 terrains de foot, 1000 entreprises chimiques, pétrochimiques, logistiques qui génèrent aux alentours de 21 milliards d'euros par an, avec 60 000 emplois directs et 80 000 indirects, et surtout de grandes ambitions pour le climat. We have the ambition to become a climate neutral cluster, and we want to take up a pioneering role in that. Today, of course, we are a large part of the problem. We recognize that. 40 million tons of CO2 emissions relating to ETS, so industry mainly, and 80 million tons in total that are produced here in our cluster. But we don't only see it as a problem, actually. We also want to be part of that solution. Et c'est vrai qu'ici, les initiatives de chasse aux émissions de CO2 se multiplient. Nadine Marissen est guide touristique du port. Elle nous emmène pour une visite pas tout à fait comme les autres, à la découverte de toutes ces actions. Et nous allons parcourir des dizaines de kilomètres dans toute la zone portuaire. Ici, c'est une impressionnante canalisation qui vient de l'incinérateur et qui transporte de la vapeur à 1000 degrés, de la chaleur récupérée du four qui sera réutilisée par plusieurs entreprises chimiques de la zone. Le tout a une longueur de 5 km, mais on ne voit que 4 km parce qu'1 km se trouve sous sol. On brûle en ce moment annuellement 1 million de tonnes de déchets, ce qui nous permet d'économiser 100 000 tonnes d'émissions de CO2. Et c'est à peu près la valeur de la rentabilité de 50 éoliennes. Mais il y a aussi une réflexion sur les carburants. D'ici 2022, par exemple, une première dans le domaine de la navigation, un remorqueur du port sera converti au méthanol, un carburant moins polluant obtenu en combinant du CO2 capturé avec de l'hydrogène produit en partie grâce aux éoliennes. We have a multi-fuel port ambition. We want to make sure that the fuels of the future are available in our port by 2025. Today, you can already bunker LNG in our port. But by 2025, we want to make sure that hydrogen, methanol and ammonia are available for the maritime sector. En attendant, l'énergie renouvelable a le vent en poupe dans les installations portuaires. 80 éoliennes couvrent déjà l'équivalent des besoins en électricité de plus de 140 000 familles.
Un remorqueur du port d'Anvers bientôt converti au méthanol et des voitures qui rouleront un jour avec des carburants de synthèse fabriqués non plus à partir d'une ressource naturelle comme le pétrole, mais directement en laboratoire. Les recherches avancent, les tests commencent. Le point en image avec Jean-Christophe Willems. Pour comprendre ce que sont les carburants de synthèse, direction ce laboratoire d'ingénierie de l'UC-Louvain. On y réalise entre autres des recherches sur les carburants et leurs polluants et on y découvre cette grande machine. Alors ici, vous avez un gazogène. Le principe d'un gazogène, c'est de partir de biomasse. On a une réserve de biomasse, ça peut être du bois ou même du bois pollué, et de le casser en plein de petits morceaux finalement de manière thermochimique. On va revenir à des gaz ou on peut même en faire des carburants de synthèse. Et si le nom gazogène ne vous est pas inconnu, c'est parce que ce procédé était utilisé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Du carburant à partir de charbon. 70 ans plus tard, des versions modernes de ces carburants de synthèse reviennent au premier plan. Un carburant traditionnel pétrolier, on va prendre quelque chose qui a été façonné par la nature et on va enlever les morceaux qui nous intéressent moins, un peu comme un sculpteur qui va partir d'une pièce brute. Alors qu'un carburant de synthèse, on va partir de briques élémentaires et on va les assembler pour construire quelque chose qui nous intéresse. Pour en fabriquer, on part d'hydrogène que l'on combine avec d'autres éléments, principalement du carbone ou encore de l'azote. Et au final, cela donne ceci. Voilà un échantillon d'un fuel synthétique qu'on va pouvoir mettre dans la voiture sans nécessairement devoir changer de moteur ou de voiture. Donc c'est un produit drop-in qu'on peut utiliser. C'est un des grands atouts d'un carburant synthétique, c'est qu'on peut l'utiliser sans donc changer de voiture, mais aussi en utilisant les infrastructures de distribution existantes, comme les stations-service. Comme pour le fabriquer, on capte du CO2, le carburant de synthèse est considéré comme un combustible bas carbone, beaucoup moins polluant. Forcément, il intéresse les grandes compagnies pétrolières. La première phase, l'objectif est de produire 130 000 litres de carburant. Donc c'est ce qu'on appelle une phase pilote. Mais l'objectif des compagnies impliquées dans ce projet, c'est une montée en puissance qui pourrait aller à 55 millions de litres à l'horizon 2024 et 550 millions de litres à l'horizon 2026. Alors 550 millions de litres, c'est quoi? C'est approximativement, selon les estimations de Siemens, 1 million de voitures pendant un an. Et les essais grandeur nature ont lieu sur piste. La Porsche Super Cup utilise des biocarburants avancés avant de passer au carburant de synthèse la saison prochaine. Il y a cette équation à respecter entre ce qui est techniquement faisable, ce qu'on peut produire en quantité suffisamment grande, le prix auquel ce carburant pourra être vendu, et enfin, bien sûr, la mise à disposition de tout le monde et le respect des normes. Et le rôle de la compétition, c'est justement de tester toutes ces possibilités. Les carburants de synthèse n'ont pas vocation première à se retrouver dans le réservoir de votre voiture, mais plutôt dans celui des véhicules lourds, des bateaux et surtout des avions qui ne pourront jamais être électriques. Mais alors, pourquoi n'en trouve-t-on pas plus à grande échelle? Parce que l'extraction d'hydrogène et de carbone est complexe et toujours trop polluante, mais surtout... Le problème principal, c'est que ces carburants de synthèse ne sont pas du tout compétitifs en termes de coûts économiques avec les carburants qu'on trouve à la pompe. Pour l'instant, ils coûteraient 2 à 4 fois plus cher à fabriquer que le raffinage du pétrole. Les prix baisseront lorsque ces carburants synthétiques seront fabriqués à grande échelle. Ils trouveront alors leur place à côté des carburants traditionnels ou bio, de l'électricité et de l'hydrogène dans quelques années. La Californie mise quant à elle sur les moteurs électriques. Cet État américain s'est fixé des objectifs très ambitieux et le gouverneur californien sera à Glasgow pour montrer son leadership dans le domaine. Voilà en tout cas un soutien de poids à la politique plus ambitieuse et plus verte que veut mener le président Biden. Reportage de nos collègues de France 24, Pierrick Laurent, Valérie Defer et Alissa Caverlet. La voiture électrique fait partie du quotidien de Richard Dean depuis près de 10 ans. Dès le départ, la compagnie électrique locale a même installé gratuitement ce chargeur rapide. Puis Richard a plusieurs fois changé de modèle en fonction des avancées technologiques. After 10 years of doing this, we know exactly where to charge, how to plan, how far can we go, how to drive the car so we get the most miles out of it. So my wife and I, we have no range anxiety. Si les problèmes liés au manque d'autonomie ont été en grande partie résolus, les voitures électriques ne représentent toujours que 10% des ventes de véhicules neufs en Californie. Un chiffre en hausse, mais encore loin de l'objectif ambitieux fixé par le gouverneur, atteindre 100% en 2035. I think it will be very difficult, or at least extremely costly, to actually achieve that goal literally.
because still there has to be several $1,000s in subsidies in order to get electric vehicles cost competitive with gasoline cars. L'État fédéral et la Californie remboursent chacun jusqu'à $7 000 pour l'achat d'un véhicule électrique. Outre leur prix, les voitures électriques présentent d'autres inconvénients qui refroidissent les acheteurs potentiels. Il y a d'abord le nombre de bornes de recharge. Il y en a 73 000 comme celle-ci en Californie. Mais les experts estiment qu'il en faudra 1 200 000 à l'horizon 2030. Autre inconvénient, le temps de recharge. Pour une borne comme celle-ci, c'est 30 minutes. Mais dans la majorité des cas, c'est 3 à 4 heures en moyenne. Alors la Californie compte sur ses startups. Au sud de Los Angeles, cette petite entreprise dit avoir trouvé la solution grâce à ses batteries d'un nouveau genre. Our technology with the silicon dominant anode and cell technology, it's we call 5-minute extreme fast charge. Now you can go travel and have a fast charge capability, same as with cars with gas engine. Les batteries issues de cette technologie pourraient équiper de nouvelles voitures dès l'an prochain. La Californie entend ainsi montrer la voie vers le tout électrique, alors que l'État compte déjà près de la moitié des véhicules propres vendus aux États-Unis. Et quid des chiffres en Belgique, les ventes de voitures électriques ou hybrides ont explosé ces derniers mois. Elles représentent 20% des ventes de voitures neuves. Et si on tient compte uniquement des moteurs 100% électriques, eh bien, on en est à 5% des ventes, soit 15 000 voitures immatriculées depuis le début de l'année. Et puis l'objectif de nombreux pays présents à la COP26, c'est de devenir un jour neutre en carbone. En 2050, en Europe, en 2060, en Chine. Pas de date par contre pour l'Inde, troisième pays le plus pollueur au monde. Devenir neutre en carbone, est-ce une utopie ? Eh bien pas vraiment. L'île danoise de Samsø se dit 100% autonome en énergie. Cela valait bien une petite escale sur place avec nos confrères de France TV, Julien Gasparuto et Fabrice Cars. Elle s'étire sur une vingtaine de kilomètres, entre la mer du Nord et la Baltique. Et elle est devenue la vitrine du Danemark en matière d'énergie renouvelable. Et cette exemplarité commence en mer, par le ferry qui relie l'île de Samsø au continent. Depuis 6 ans, il ne navigue plus au fioul, mais au gaz naturel. En utilisant du biogaz, ce ferry n'est pas complètement propre, mais il rejette tout de même 20 à 25% de CO2 en moins qu'un ferry classique. À notre arrivée sur le quai, nous avons rendez-vous avec Søren Hermansen. Hi, hello. Hello. Le président de l'Académie de l'énergie de Samsø. C'est notre bus électrique. On aime accueillir les gens dans des véhicules électriques et sur notre île, naturellement. On dit toujours que le temps est toujours bon, toujours. S'il pleut, c'est bon pour les fermes, s'il y a du vent, c'est bon pour les éoliennes, et s'il y a du soleil, c'est bon pour l'énergie solaire et pour faire pousser les plantes. Et l'énergie de la voiture, elle vient de l'île ? L'électricité vient des éoliennes, pas d'émissions de carbone. Il nous conduit jusqu'à la mairie de Lille. Et ici, c'est l'énergie solaire qui fait fonctionner les 27 véhicules électriques de la commune. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Oui, il n'y a pas de soleil, mais ça produit quand même de l'électricité. Et c'est rentable ? Oui, on économise 30 000 € par an. Mais on ne le fait pas pour ça. On le fait pour apporter notre contribution à la transition écologique. Samsø est déjà neutre en carbone. Et pour réussir ce projet pilote débuté il y a 20 ans, il a fallu embarquer les 4000 habitants de l'île. Des coopératives ont été créées pour que chacun puisse devenir actionnaire des éoliennes et tirer un revenu du surplus d'électricité produit sur l'île et qui est exporté vers le continent. Stéphane Wolfbrandt est l'un de ses copropriétaires d'éoliennes. On est 400 propriétaires. Et moi, j'ai 2 parts. Vous savez, souvent les gens disent « pas de ça dans mon jardin ». Nous, on dit on aime nos éoliennes car elles nous appartiennent. Ce musicien professionnel a également investi dans le solaire. Au total, j'ai investi 40 000 € sur 10 ans, mais je récupère 8 000 € par an. Ce qui veut dire qu'en 5 ans, j'ai tout rentabilisé. Et c'est aussi l'appât du gain qui a convaincu les fermiers de l'île, plutôt conservateurs. Bonjour, je peux monter ? Alors, vous produisez quoi ici ? J'ai surtout du maïs, différentes cultures, j'ai aussi des vaches. Mais aujourd'hui, la moitié de ses revenus proviennent des énergies renouvelables, et notamment de cette éolienne, dans laquelle il a investi 1 million d'euros il y a 20 ans. Vous ne l'avez pas acheté parce que vous êtes écologiste ? Non, non. Pourquoi vous l'avez acheté ?
Parce que cela génère beaucoup de profit naturellement, et aussi les panneaux solaires sur le toit. Et aussi la paille. Ah oui, la paille. Car il revend une partie de sa paille à l'une des 4 centrales de biomasse de l'île, située à quelques centaines de mètres de sa ferme. Ici, on brûle la paille pour fournir de la chaleur aux habitants. Là, on utilise 10 ballots de paille par jour et en hiver, c'est 18. Et ici aussi, ce sont des familles qui sont actionnaires de la centrale. On fait brûler la paille et tout autour du four, il y a de l'eau. Cette eau va être chauffée et ensuite, elle est envoyée vers les habitations grâce à des pompes. Les émissions de gaz sont compensées par les captations de CO2 des végétaux qui sont plantés sur l'île. Depuis 20 ans, Samsø sert de laboratoire à tout le pays. Le Danemark s'est d'ailleurs fixé un objectif très ambitieux, devenir le premier pays au monde à être neutre sur le plan climatique.